Bonsoir à toutes et tous. Voilà, nous sommes un peu plus pour l'instant, de 1200 connectés. On va encore attendre un tout petit peu puisqu'on n'attend pas moins de 2500 inscrits, 2468 et très exactement. Tout d'abord, un grand merci pour votre présence ce soir pour ce sujet particulièrement important et particulièrement à cœur des préoccupations de la NFE, mais bien sûr aussi de tous les ergothérapeutes. Arnaud Chavaille, je suis président du conseil d'administration de la NFE et je suis accompagné ce soir de Nicolas Billard, de Gladys Piguet pour les recommandations professionnelles, de Guillaume Pelé pour la partie un petit peu plus… Guillaume Pelé et Lise Dupitier pour la partie un peu plus technique des aides techniques. Donc, bon, ça va continuer à se connecter tout doucement. On va peut-être attendre quelques minutes. Mais encore une fois, c'est un grand soir pour ce webinaire qui n'a jamais, dans l'histoire des webinaires de la NFE, rencontré autant de succès et permis d'accueillir autant de monde. Et puis, bien sûr, comme je le disais, pour tous les ergothérapeutes praticiens, là, c'est aussi un grand soir, puisque enfin, le sujet de la prescription des aides techniques devient abordable pour notre corps professionnel. Voilà. Alors, on espère qu'on va pouvoir répondre à vos attentes. On vous a présenté, on vous a concocté une jolie présentation qui, j'espère, va pouvoir permettre de recentrer déjà sur c'est quoi une prescription, ça marche comment et qu'est-ce qu'on doit mettre dans une prescription, mais aussi sur des exemples concrets. Et puis, on fera le lien sur les recommandations professionnelles pour, voilà, c'est un sujet qui a quand même été porté par la NFE et la NFE s'est inscrit dans une réflexion sur comment un ergothérapeute voilà, qui s'engage dans la prescription peut respecter un certain nombre de sujets, on va dire, de la recommandation professionnelle, mais aussi peut-être d'éthique. Et puis, bien sûr, on essaiera de répondre à vos questions. Alors, toutes vos questions, je ne sais pas. On en répondra à un certain nombre. On s'est proposé de faire de toute façon une foire aux questions si jamais on ne pouvait pas répondre à toutes vos questions. Et puis, à ce sujet, je vous invite à poser vos différentes questions, non pas dans l'onglet discussion, qui peut permettre éventuellement de saluer des gens que vous connaissez, que vous identifiez dans ce webinaire, mais plutôt de poser vos questions dans l'onglet Q&R, hein, questions et réponses, ce qui permet aussi d'avoir les questions qui sont enregistrées, les questions et donc les réponses qui sont enregistrées, qui peuvent apparaître dans la rediffusion du webinaire. Et puis, la dernière chose, c'est que quand vous posez une question dans Q&R, si vous identifiez une question que vous aviez envie de poser, eh ben, si vous mettez un like, alors un pouce en l'air, un petit bonhomme qui rigole, ça va montrer que cette question, au nombre de likes, est particulièrement importante à traiter. Et donc, Élise et moi qui allons traiter un petit peu la réponse aux questions, ça nous permettra de prioriser justement ces réponses aux questions. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair dans mon explication. Tout d'abord, on va vous faire passer un très rapide questionnaire pour savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre pratique, si vous êtes ergo, si vous ne l'êtes pas. Et puis, voilà, ça nous donnera un petit peu une idée ce soir du panel qui est en face de nous. Voilà, donc effectivement, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les webinaires de la NFE, puisque là, c'est la première fois que les webinaires sont ouverts aux non-adhérents de la NFE. Les adhérents, eux, ont l'habitude de ça. Donc, c'est l'instant photo. On va prendre en photo la salle. Alors, on n'est pas dans une petite salle. Là, on n'est pas loin du Zénith avec plus de 2000 personnes inscrites. Mais avec la technologie, on peut quand même prendre une photographie de la salle. Et donc, on vous propose de répondre à ces quelques questions pour savoir qui vous êtes, puisque du coup, vous savez qui nous sommes, mais nous ne savons pas qui vous êtes. Donc, si vous pouvez répondre à ces questions, savoir si vous êtes ergothérapeute clinicien, ergothérapeute cadre, formateur ou bien chercheur. Il y a possibilité de répondre à plusieurs cases. Hein. Peut-être êtes-vous étudiant en ergothérapie, ergothérapeute en poursuite d'études.
Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas ergothérapeutes d'ailleurs, puisque le webinaire est ouvert à toutes, à tous. Donc peut-être qu'il y a des non-ergots dans la salle et voilà, la catégorie autre, notamment peut-être des retraités. Donc on vous laisse encore quelques instants pour pouvoir répondre et on vous demande également en descendant quel est votre mode d'exercice si vous êtes salarié dans le secteur sanitaire, dans le secteur médico-social, salariés en IFE, université, en exercice libéral, peut-être certains sont salariés chez un fabricant au PSDM, étudiants ou autres, et enfin, savoir si vous êtes adhérent ou non à l'ANFE. Alors, on est rendu à 86% et vu le nombre que vous êtes, c'est une belle performance. 88, 89, allez, s'il y a encore deux qui... Non, pour atteindre les 90, il en faut peut-être un peu plus que ça. Allez, on arrête le sondage là. Et donc, je vais pouvoir vous partager dès que le système aura fini de compter, partager les résultats. Alors, visiblement... C'est bon, Nicolas, on te voit. Voilà, donc je vous ai retrouvé, excusez-moi, le système a planté, donc là vous avez les résultats, donc 90% vous êtes ergothérapeute clinicien, 6% cadre formateur ou bien chercheur, 6% 80 personnes étudiants en ergothérapie, 1% ne sont pas ergothérapeutes, donc on a 99% d'ergothérapeutes dans la salle. Vous exercez en majorité en tant que salarié dans le secteur sanitaire ou dans le médico-social. Vous êtes 25 à exercer en IFE, 30% de libéraux, et on retrouve nos étudiants, et vous êtes 14 salariés chez un fabricant au PSDM. Et un tiers d'entre vous, un peu plus d'un tiers, vous êtes adhérents à l'ANFE et 64% non adhérents. Alors, merci beaucoup pour cette photographie. On vous propose de répondre à une deuxième question, savoir si vous avez l'intention de prescrire des aides techniques avec ce nouveau droit. Oui, non, je ne sais pas encore, ou bien je ne suis pas concerné, pour une raison X ou Y. Et la deuxième question, avez-vous pris connaissance des recommandations professionnelles de l'ANFE? Oui, non, pas encore, non, je ne pense pas le faire. Ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'ANFE a publié des recommandations et je ne le savais pas. Encore quelques secondes, le temps de battre le record des 89% de réponses. Voilà, on a atteint les 90, donc on va pouvoir, 91%, on va pouvoir partager les résultats. Et donc, vous êtes 69% à répondre oui. Vous êtes deux personnes, 0% à avoir répondu non, je ne souhaite pas prescrire. 29%, je ne sais pas encore. Et 3% d'entre vous, vous n'êtes pas concernés. Et concernant les recommandations professionnelles de l'ANFE, donc un quart d'entre vous, vous en avez déjà pris connaissance. 50% n'ont pas encore eu le temps de le faire, mais en même temps, ça a été publié simplement hier. 0% indique qu'ils ne pensent pas le faire. Et 25%, donc un quart, n'avaient pas l'information, mais c'est désormais résolu. Vous avez désormais l'information. Merci, merci à vous. Et puis Arnaud, je te laisse continuer. Alors, est-ce qu'Arnaud... Tu es très souvent coupé, Nicolas. Problème de connexion. On va vous présenter donc les 4 points qu'on va aborder ce soir. Un petit peu l'historique des travaux menés par la NFE sur les aides techniques. Oui, je t'entends, Nicolas. Quelques éléments de définition, les aspects législatifs et réglementaires de la prescription, puis enfin les recommandations professionnelles concernant bien sûr la prescription, ce qui permettra, je pense, de répondre à un certain nombre de questions. Guillaume ou Élise, est-ce que vous pouvez parler? Parce que je ne sais pas si le problème vient de chez moi, en fait. On t'entend, Nicolas, et Arnaud a commencé. Alors, oui, donc bien sûr, on est passé à la diapo suivante. Oui, donc voilà, c'est la prescription des aides techniques, c'est
pour rappeler, pour faire vite, ces 15 années de combat menés par la NFE, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, avec voilà, des étapes, les étapes principales qui ont marqué un petit peu les actions de la NFE. Une première audition par la HAS sur voilà, au sujet des aides techniques, puis en 2008, une audition parlementaire sur la prescription des aides techniques par les ergothérapeutes, où la NFE avait édité un dossier ergothérapie et technique. En même temps, en 2008, lors des premières assises, la communauté des ergothérapeutes avait réfléchi sur le livre blanc de l'ergothérapie, donc en collaboration avec les autres professionnels, bien sûr. En 2013, un rapport de l'IGAS, en 2014, la loi ASV, et puis en 2019, la consultation loi avantage et autonomie, qui avait reprécisé un certain nombre de choses sur justement le rôle fondamental des ergothérapeutes en matière de préconisation et de prescription des aides techniques. Diapo suivante. Bon, ce qui a été vraiment déterminant, c'est la mission de Normandie, en fait. Donc, à partir de décembre 2019, Philippe de Normandie et Cécile Chevalier, bon, je ne vous représente pas les personnes, je pense que les ergothérapeutes connaissent ces noms-là, ont piloté la mission nationale sur les aides techniques. Et c'est vrai que enfin, Philippe de Normandie et particulièrement Cécile Chevalier aussi, vous la connaissez, qui est ergothérapeute, qui a travaillé à la CNSA comme chargé projet à la CNSA, ont en fait été vraiment déterminants et d'un très grand appui sur le positionnement des ergothérapeutes en matière de prescription. Les objectifs de cette mission, c'était bien sûr d'améliorer le parcours des personnes en matière d'accès et d'usage des aides techniques. Donc, suite à la mission de Normandie et conjointement un groupe de travail constitué de bénévoles de la NFE s'est constitué, et on en a des représentants qui sont présents ce soir par rapport à l'animation de ce webinaire. Et donc, un argumentaire a été rédigé avec 3 propositions. Le recours systématique aux ergothérapeutes lors d'acquisition d'une aide technique, la prescription des aides techniques par les ergothérapeutes, puisque jusqu'alors nous étions préconisateurs, mais pas du tout prescripteurs, et puis la question du financement de l'intervention des ergothérapeutes à toutes les étapes de cette acquisition de l'aide technique. Donc, en octobre 2020, le rapport a été remis, donc la mission de Normandie a remis son rapport, et dans le chapitre, on pourrait dire le paragraphe 2.1 de l'axe 1, en fait, apparaissait le renforcement de l'évaluation des besoins et de l'accompagnement des personnes dans l'acquisition de leurs aides techniques, et la recommandation était d'ouvrir le droit à la prescription des aides techniques aux ergothérapeutes pour améliorer la pertinence des prises en charge et maintenir les délais et les coûts d'évaluation. Sachant que tout le monde le sait, enfin tout le monde, les ergothérapeutes principalement qui travaillaient à la préconisation et à la prescription, sans dire le mot, des aides techniques, savaient tous que, enfin dans les services d'ergothérapie, les ergothérapeutes établissaient les cahiers des charges des aides techniques qui étaient destinés aux usagers, aux patients, aux résidents et tout ce qu'on veut, et que le médecin ne faisait finalement qu'à la fin d'apposer ses signatures. Voilà. Donc, et par rapport à cet axe de renforcer l'évaluation des besoins, ce qui est dans la compétence des ergothérapeutes et sur lesquels la NFE s'est toujours battue, que les ergothérapeutes sont des professionnels compétents en évaluation des besoins et à l'accompagnement des personnes dans l'analyse de leurs occupations et donc des besoins en aide technique pour réaliser leurs occupations. Il fallait ouvrir le droit de prescription des aides techniques aux ergothérapeutes parce que les ergothérapeutes sont formés et que leur exercice s'inscrit au sein d'une structure collective
pluridisciplinaire, mais aussi de réseau, mais il y avait aussi des ergothérapeutes qui travaillaient en dehors de ces structures et de ces réseaux et qu'on n'avait pas forcément recours à une équipe pluridisciplinaire. Et donc, il fallait vraiment ouvrir le champ de la prescription à tous les ergothérapeutes qui travaillaient dans les structures, y compris ceux qui n'avaient pas de structure pluridisciplinaire. Et donc, on en arrive aux définitions. Donc, Nicolas, je te cède la parole. Alors, j'espère que j'aurai une meilleure connexion que tout à l'heure. N'hésitez pas à me le dire si jamais ça coupe. Je couperai peut-être ma caméra. Alors, avant de présenter les éléments réglementaires, il semble important déjà de rappeler quelques éléments de définition, notamment la différence qui existe entre la notion de préconisation et la notion de prescription. Lorsque l'on est dans l'ordre de la préconisation, on est dans le registre du conseil, de conseiller quelque chose, le recommander vivement. Et cette préconisation, eh bien, c'est la synthèse, selon la HAS issue de l'audition publique de 2007, indique que la préconisation, eh bien, c'est la synthèse formalisée d'un processus de conseil, ce qui est recommandé par le professionnel, soit à la personne, soit à un autre commanditaire. Mais d'une manière générale, lorsque l'on parle de préconisation, c'est absolument pas réglementé et tout le monde peut préconiser. Si vous allez voir votre garagiste, eh bien, il peut vous préconiser de prendre tel ou tel véhicule en fonction de vos besoins. En revanche, la notion de prescription est quelque chose qui est cadré et qui est réglementé. Alors, si on regarde le dictionnaire et ce que nous dit le petit Robert, il s'agit d'un ordre expressément formulé avec précision. Et ils prennent comme exemple les prescriptions d'un médecin. Le Larousse dit à peu près la même chose. Dans l'exercice de la médecine, la prescription est l'acte par lequel un professionnel de la santé habilité ordonne des recommandations thérapeutiques auprès d'un patient. Donc, on est dans le registre du médical, dans la prescription, et dans la notion d'ordre, puisque prescrire équivaut plus à ordonner qu'à conseiller. Et d'ailleurs, une prescription médicale doit faire l'objet d'une ordonnance. Et on voit bien dans le terme ordonnance, hein, on est bien sur la même racine que ordonner, c'est-à-dire que par cet acte écrit, eh bien, j'ordonne de prendre tel ou telle thérapie, que ce soit un médicament ou bien dans ce cadre-là, un dispositif médical. Et donc, la HAS, toujours lors de cette audition publique, eh bien, rappelle que la prescription, c'est un acte réglementaire qui est défini pour certaines professions. Donc, toutes les professions n'ont pas l'autorisation de pouvoir prescrire et qui est requis pour la prise en charge de certaines aides techniques par l'assurance maladie. Donc, contrairement à la préconisation, où nous, en tant qu'ergothérapeute, lorsque l'on préconise une aide technique, eh bien, la personne, in fine, peut faire le choix de suivre ou pas la recommandation de l'ergothérapeute. Lorsque l'on est sur une prescription, la personne n'aura pas d'autre choix et le prestataire n'aura pas d'autre choix, ou le pharmacien, que de délivrer le produit, les techniques, le dispositif médical qui aura été mentionné sur l'ordonnance. Et donc, en France, on a un système de santé qui fait que pour certains produits qui sont notamment inscrits à la LPP, la liste des produits et prestations remboursables, eh bien, pour pouvoir se le faire financer par l'assurance maladie, il doit y avoir au préalable une prescription. Donc, hier, prescription d'un médecin, aujourd'hui, prescription d'un ergothérapeute également pour certaines aides techniques. Et on va voir ensemble eh bien, quelles sont les aides techniques qui sont concernées. Et donc, on vous rappelle la dernière phrase, eh bien, que le fait qu'un patient suive la prescription qui lui a été faite, eh bien, ça s'appelle l'observance. Eh bien, est-ce que le patient a bien observé la prescription qui a été faite par le professionnel de santé. Donc, en synthèse, la prescription, c'est un acte qui est réglementé, contrairement à la préconisation.
La prescription ouvre un remboursement à l'assurance maladie pour les produits qui sont inscrits à la LPP, contrairement à la préconisation. Les deux prescriptions ou préconisations ouvrent un droit financement PCH, prestation de compensation du handicap. Et donc la prescription, seules certaines professions réglementées peuvent prescrire, alors que la préconisation, tout le monde peut préconiser. Le format, eh bien, le format de la prescription est réglementé. On va voir ensemble également ce soir quels sont les éléments à faire mentionner sur cette ordonnance, alors que la préconisation, ce n'est pas réglementé, donc c'est un format libre, ce que vous faites déjà au quotidien depuis de nombreuses années. Alors maintenant, les aspects législatifs et réglementaires concernant la prescription des aides techniques par les ergothérapeutes. Déjà, on rappelle que c'est un droit qui est ouvert, en tout cas qui a été inscrit dans le Code de la santé publique depuis la loi du 26 avril 2021, qui est venu modifier l'article du Code de la santé publique qui concerne les ergothérapeutes. Donc, c'est l'article L4331-1 du Code de santé publique. Il y a une erreur dans le diaporama, ce n'est pas le Code de la sécurité sociale, c'est bien le Code de la santé publique, et qui indique bien que les ergothérapeutes peuvent prescrire. Ensuite, il y a eu deux textes qui étaient attendus. Le premier, qui est le décret qui précise les conditions de prescription, et l'arrêté qui a été publié il y a 3 semaines, qui fixe la liste des aides techniques que l'on peut prescrire. Alors, plus en détail, ces différents textes. Donc, le Code de la santé publique, l'article L4331-1, donc indique dans le dur, le Code de la santé publique, donc c'est le plus haut niveau, un article en L qui régit les professions de santé, eh bien que les ergothérapeutes peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l'exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté. Donc ça, c'est le texte qui est paru il y a 3 semaines. Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. Et donc, le décret, lui, a été publié l'année dernière. Alors, qu'est-ce que dit ce décret? C'est extrêmement important puisque ça appartient… Alors déjà, ça a été la loi, la modification de l'article L4331-1 du Code de la santé publique, ça a été une étape qui a été essentielle puisque c'est ce qui a permis de déclencher tout le reste. Pour mémoire, ça faisait 19 ans que le Code de la santé publique concernant les ergothérapeutes n'avait pas été modifié. Ça a donc été une modification majeure et ce n'est pas tous les 4 matins que le Code de la santé publique est modifié. Le décret relatif aux conditions de prescription d'EDM et des aides techniques par les ergothérapeutes, lui, est venu créer un article dans le Code de la santé publique, l'article D4331-1-1. Peu importe le chiffre, c'est juste pour information, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre d'un acte d'ergothérapie qui est prescrit par un médecin, ça veut dire qu'il est nécessaire, avant de pouvoir prescrire, que l'ergothérapeute puisse prescrire une aide technique, il est nécessaire et indispensable d'avoir au préalable une prescription médicale. La prescription médicale peut être large, ça peut être prescription pour évaluation et intervention en ergothérapie. On n'est pas obligé d'avoir dans la prescription médicale initiale la mention d'aide technique, puisque l'ergothérapeute est libre du choix de ses moyens d'action. Donc, vous êtes dans un cadre classique de suivi d'un de vos patients. Vous avez une prescription médicale, puisqu'on vous rappelle que c'est nécessaire d'avoir une prescription médicale initiale avant de pouvoir intervenir en ergothérapie. En tout cas, c'est ce qui est noté dans le Code de la santé publique. Eh bien, vous pouvez prescrire une aide technique. Si vous n'avez pas cette prescription initiale d'un médecin, vous ne pouvez pas prescrire une aide technique. Et sauf indication contraire du médecin, donc sauf si le médecin a dit bilan intervention en ergothérapie, sauf usage d'une aide technique, sauf uniquement si vous avez cette mention indiquant qu'il y a une contre-indication,
vous pouvez prescrire l'aide technique. Donc, dont la liste est fixée par arrêté. On va arriver sur la diapo suivante pour dire c'est quoi cette liste. Une fois que vous avez fait votre prescription, vous avez votre prescription médicale, vous faites votre prescription d'aide technique, vous devez informer le médecin qui a réalisé la prescription d'ergothérapie de votre prescription à vous. Vous devez lui informer que vous avez prescrit telle et telle aide technique. Et avec l'accord du patient, vous devez prévenir également le médecin traitant du patient. Donc, bien évidemment, il faut que vous ayez les coordonnées de son médecin traitant. Cet article précise également que ce n'est pas applicable aux ergothérapeutes salariés d'un prestataire de services et distributeurs de matériel, au sens de l'article D5232-1, ou d'un fabricant de dispositifs médicaux, au sens de l'article L5211-3-1. Alors, c'est un petit peu barbare, mais en même temps, c'est important d'avoir les assises réglementaires. En gros, vous êtes salarié d'un PSDM, d'un pharmacien, d'un fabricant de matériel, vous ne pouvez pas prescrire d'aide technique. On ne peut pas être juge et partie, donc vous ne pouvez pas prescrire. On s'est renseigné auprès de la DGOS, leur réponse est extrêmement claire. Si vous êtes salarié même à 10% d'un PSDM ou d'un fabricant, vous ne pouvez pas, même sur les 90%, votre autre activité qui représente 90% de votre temps de travail, en tant que libéral, en tant que salarié dans un EHPAD, dans un hôpital, vous ne pouvez pas prescrire pour autant. À partir du moment où vous avez une activité de salarié, ça vaut pour l'ensemble de votre activité d'ergothérapeute. Le décret en 2022 et enfin cet arrêté qu'on attendait depuis longtemps maintenant, donc l'arrêté du 12 juin 2023 qui indique de quelles aides techniques, quelles sont les aides techniques que les ergothérapeutes peuvent prescrire. Alors, ça a été le fruit d'un travail important mené par l'ANFE et d'autres associations professionnelles pour faire en sorte que cette liste soit la plus riche possible, avec un cadre de travail qui a été assez contraint, dans le sens où ne paraissent dans cette liste que des aides techniques et dispositifs médicaux qui sont inscrites à la LPP. Toutes les aides techniques qui ne sont pas à la LPP n'apparaissent pas dans cette liste. Donc, en gros, on ne peut prescrire que ces aides techniques qui sont inscrites à la LPP. Donc, ça concerne quoi? Eh bien, ça concerne les lits médicaux, qu'ils soient à l'achat ou à la location, les dispositifs médicaux d'aide à la prévention des escarres, les appareils modulaires de verticalisation et accessoires associés, les cannes et béquilles, les coussins de série de positionnement des hanches et des genoux, l'ensemble des déambulateurs, les sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulettes, les appareils destinés au soulèvement du malade, les appareils divers d'aide à la vie tels que les appareils de soutien partiel de tête, les casques de protection, les chaises percées, les coquilles pour bain jusqu'au 16e anniversaire, les socles à inclinaison variable de coquilles, là aussi jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, les gants sur mesure pour mutilation de main, les couteaux fourchettes liant avec étui, les VHP, leur éventuelle adjonction et les produits d'aide à la posture, c'est-à-dire le titre 4 de la LPP. On y reviendra tout à l'heure sur cette partie-là. Les matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation, d'application immédiate, les thermoformables à basse température, les ceintures de soutien lombaire de série et les bandes de ceinture de série, les colliers cervicaux, les attelles de correction orthopédique de série et les chaussures thérapeutiques de série. Donc, on a une liste qui est assez complète. Lors des travaux qui ont été menés, cela correspond à peu près à l'ensemble des éléments figurant dans la LPP et que préconisaient jusqu'à hier les ergothérapeutes et que donc, du coup que les ergothérapeutes peuvent prescrire aujourd'hui. Donc je pense que les ergothérapeutes peuvent être fiers de cette liste et de l'étendue de cette liste qui est couverte par cet arrêté. Et donc ça a été précisé que
tout cela prenait effet au 1er juillet 2023, c'est-à-dire depuis samedi dernier. Toutefois, il y a un mais, et il y a un mais qui est extrêmement important. Il est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments. Tout d'abord, il y a l'arrêté qui dit que l'on peut prescrire ces éléments, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la LPP, pour le remboursement des aides techniques et dispositifs médicaux, c'est la LPP qui prime sur l'arrêté. En gros, on peut prescrire tout ce qu'il y a sur cette liste, mais pour que le patient puisse se faire rembourser, il faut s'assurer que l'on ait le droit dans la LPP de pouvoir prescrire ces éléments-là. Si on va y revenir tout de suite après pour voir qu'est-ce qu'il y a exactement dans la LPP. Mais si, prenons l'exemple des lits médicaux, si l'arrêté dit que l'on peut prescrire les lits médicaux, il faut aller vérifier dans la LPP si dans la LPP, il n'y a pas une restriction comme quoi c'est uniquement une prescription médicale. Si c'est le cas, ce qui risque de se passer, c'est que la CPAM va refuser le remboursement aux prestataires ou aux patients de cette aide technique. Donc, un point de vigilance, et il faut absolument vérifier avant toute prescription les éléments qui figurent dans la fiche du produit et dans les conditions générales pour savoir si les ergothérapeutes peuvent prescrire ou non l'aide technique concernée. Cette nomenclature, elle évolue régulièrement et au fur et à mesure, on a eu des engagements à ce sujet, eh bien, elle sera actualisée afin d'inclure les ergothérapeutes comme prescripteurs. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain et donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Autre élément qui est bloquant aujourd'hui, mais qui devrait être débloqué plus rapidement, c'est que pour le moment, si vous avez fait des prescriptions depuis le 1er juillet, ou si vous comptiez en faire demain, il faut savoir que vos patients ne seront pas remboursés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un élément dont la direction de la sécurité sociale et la CNAM s'est aperçu il y a peu de temps, c'est que pour pouvoir prescrire, il y a un article dans le Code de la sécurité sociale qui est l'article R165-1 qui mentionne expressément les professionnels dont la prescription ouvre droit à remboursement. Tant que cet article n'aura pas été modifié et pour lequel les ergothérapeutes n'auront pas été rajoutés, si vous délivrez une prescription, concrètement, le PSDM pourra délivrer l'aide technique, mais le patient ne sera pas remboursé. Donc, c'est extrêmement important. Le sujet, il est pris très au sérieux par la CNAM et la direction de la sécurité sociale, mais à date, vos prescriptions n'ouvriront pas le droit au remboursement. On espère que ça soit réglé dans les jours, voire semaines à venir, mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle sur le site Amélie, il y avait des pages ouvertes en indiquant que les ergothérapeutes pouvaient prescrire lorsqu'ils se sont aperçus de ce manque de modification de l'article R165-1. Eh bien, ils ont désactivé la page. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une erreur 403 sur cette page-là. Donc, point de vigilance important, les demandes, que si ça, ce n'est pas respecté, les demandes de remboursement seront refusées par la CPAM et par l'assurance maladie. Alors, pour illustrer, oui, merci Nicolas. Pour illustrer ces propos, on attire votre attention tout particulièrement sur l'LPP. Donc, ces ponctions d'images sont issues du site que vous pouvez trouver sur Amélie. Donc, j'attire vraiment votre attention à ce que cela devienne, pour les raisons qui ont été exposées par Nicolas, une sorte de Bible. Alors, elle est assez rébarbative, je vous l'avoue. Elle a quelques coquilles. Il existe quelques contradictions, c'est tout à fait évident. Il y a eu quelques questions à ce sujet, en effet, et merci de les signaler. L'objectif est sa mise à jour régulière pour requalifier l'ergothérapeute comme professionnel compétent. On s'est permis de vous illustrer quelques exemples. On a vu un sujet sur les lits, mais en effet, il y a dans la partie
en haut de la fiche LPP, c'est-à-dire j'invite, lorsque votre cahier des charges sera effectué, à vous rapprocher de la LPP pour bien lire cette partie qui est tout en haut, en dessous le code et la désignation. Et vous voyez que sous certains codes est clairement indiqué soumise à une prescription médicale. À partir du moment où ces mots sont stipulés, vous ne pouvez pas, en tout cas la caisse rejettera votre prescription. Vous voyez ici un exemple pour un lit médical, location hebdomadaire. On ne retrouve pas ces termes explicites dans la partie de droite. Voilà. Donc cette partie il y a beaucoup d'incohérences. On n'a pas nous mouliné encore, on n'a pas finalisé de mouliner toute la LPP, je vous l'avoue. Mais il y a, j'attire votre attention pour vraiment discriminer très précisément ces documents. Diapo suivante, s'il te plaît. Un autre exemple, les coussins d'escar. Il y a eu quelques remarques en effet sur certains types d'escar où il était notifié clairement prescription médicale. J'attire aussi votre attention dans les conditions de prescription. On peut avoir quelque chose où la prescription médicale n'est pas indiquée, donc c'est envisageable, mais il y a des règles de prescription, notamment vous voyez ici, sur certaines cotations qui sont nécessaires. Voilà. L'exemple qui est sur votre droite, VPH propulsion électrique à dossier non inclinable. Ici, il y a les conditions de prescription que vous connaissez en partie, voire en majorité d'entre vous, sur la demande d'entente préalable, mais c'est surtout l'attestation d'essai qui doit être signée par un médecin. Voilà. Donc, les ergothérapeutes peuvent prescrire, quelle que soit leur activité, néanmoins, ils doivent s'attacher de potentiellement certaines compétences. Donc, nous attirons bien votre attention sur la lecture de ces éléments de LPP et de ces conditions de prescription. Merci. Donc, pour résumer, s'il n'y a pas mention comme quoi c'est une prescription médicale ou il y a une prescription faite par un médecin, vous pouvez prescrire. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Par contre, si c'est noté soumis à prescription médicale ou à prescription d'un médecin, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas, enfin, vous pouvez le prescrire, mais ça sera pas remboursé. Le dispositif ne sera pas remboursé. Donc, c'est vraiment un point de vigilance. Effectivement, c'est pénible. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous ayez le lien qu'on vous a remis dans la discussion, mais qui est également présent dans les recommandations professionnelles. Il faut que vous alliez vérifier avant chaque prescription si c'est bien possible ou pas. Maintenant, comment on rédige une ordonnance? Alors, il y a une réglementation sur le sujet. Il y a notamment l'article 161-45 du Code de la sécurité sociale et l'article 5132.3 du Code de la santé publique qui indique qu'il faut, sur une ordonnance, l'identification du prescripteur. Donc, les prescripteurs, c'est vous. Il faut qu'il y ait à minima nom, prénom, votre qualité. Donc, votre qualité, c'est ergothérapeute. Votre numéro ADELI, ça a été une question. Donc, c'est votre numéro ADELI que vous utilisez. Vous avez toutes et tous un numéro ADELI, c'est obligatoire pour pouvoir exercer en France. C'est celui-ci que vous utilisez. Bientôt, c'est prévu qu'il y ait une bascule, que tous les ergothérapeutes de France on quitte le fichier ADELI pour s'inscrire dans le RPPS, le répertoire partagé des professionnels de santé. Donc, une fois que cette bascule sera faite et vous en serez informé, ça sera votre numéro RPPS qu'il faudra mentionner. En attendant, votre numéro ADELI suffit. On a eu confirmation de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les prestataires, les pharmaciens recevront l'information qui leur permettront, eux, de déclencher le remboursement. Pour vous, uniquement numéro ADELI. Il doit y avoir votre adresse professionnelle, ça c'est obligatoire, et l'identification de votre structure d'activité au titre de laquelle vous établissez l'ordonnance. Donc, si vous exercez au sein d'un établissement de santé sanitaire ou médico-social, vous indiquez le numéro FINES, donc l'adresse de la structure plus le numéro FINES. Si vous exercez en libéral, eh bien, dans ce cas-là, vous indiquez le numéro SIRET. Hein, je juste une parenthèse tout à l'heure, vous l'avez vu dans le décret, c'est le décret qui prime par rapport aux conditions de prescription. Les ergothérapeutes, qu'on soit en libéral ou en établissement, vous pouvez prescrire. Parce que ça, c'est une question que j'ai vue à plusieurs endroits dans questions et réponses. Vous pouvez prescrire. Il n'y a que les ergothérapeutes qui sont salariés d'un PSDM ou d'un fabricant qui ne peut pas prescrire. Mais si vous êtes même à 100%
en libéral, c'est possible. Il faut qu'il y ait également vos coordonnées téléphoniques et éventuellement courriel. C'est surtout pour le PSDM ou le pharmacien, s'il a besoin de vous recontacter pour pouvoir avoir des précisions sur la prescription, il faut qu'il puisse vous contacter. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre vos différentes coordonnées. Concernant le bénéficiaire, on a besoin d'avoir le nom et le prénom. Le numéro de sécurité sociale, ce n'est pas utile. Si vous l'avez, c'est mieux, mais en tout cas, ce n'est pas utile. Il faut à minima le nom, prénom, éventuellement l'âge, le poids et les données anthropométriques, mais ça, c'est important si ça a une incidence pour le choix de les techniques. Par exemple, sur un fauteuil roulant, ben, évidemment, ça peut être important d'avoir la notion de poids et les différents éléments, les différentes données anthropométriques. Ensuite, il faut qu'il y ait l'identification de l'aide technique et ou du dispositif médical. Donc, c'est la désignation du produit qui permet son rattachement précis à la LPP. Éventuellement, si on peut avoir le numéro de codage de la LPP, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Éventuellement, la durée d'utilisation, et ça, c'est notamment le cas pour la location. Hein, donc, on doit préciser pendant combien de temps la personne va l'utiliser. Ça, la quantité de produits ou le nombre de conditionnements, on vous a remis ici les éléments qui sont inscrits dans ces articles du Code de la sécurité sociale ou le Code de la santé publique. Ça concerne bien évidemment principalement les médicaments, mais bon, sait-on jamais si ça doit s'appliquer, eh bien vous l'appliquerez. Et éventuellement les conditions particulières d'utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son inscription sur la dite liste. Important, vous indiquez la date de rédaction de la prescription et enfin, vous devez la signer puisque sans signature du prescripteur, votre ordonnance ne sera pas valable. Ça, c'est sur le contenu. Maintenant, sur le format, sachez que l'ordonnance peut être rédigée sur un format libre, soit sur papier libre, soit sur un ordonnancier. C'est à votre convenance. Si vous souhaitez avoir un ordonnancier avec votre en-tête qui est déjà pré-rempli, vous pouvez. Sinon, vous pouvez le faire sur un format libre, un papier que vous allez imprimer sur l'ordinateur. Elle peut être manuscrite ou informatisée. Vous pouvez prendre une feuille blanche et au stylo inscrire toutes les mentions obligatoires et elle sera valable de la même manière que celle établie sur un ordonnancier. Vous devez signaler sur l'ordonnance le caractère non remboursable des produits et prestations qu'ils prescrivent tels que figurent à la LPP. Donc, si vous pouvez avoir sur la même ordonnance des aides techniques qui sont remboursées à la LPP et des aides techniques qui ne sont pas remboursées à la LPP, dans ce cas-là, vous devrez juste mentionner produits non remboursables. Ça doit être rédigé en 2 exemplaires qui seront remis au patient. Le patient en gardera un pour lui et remettra l'autre au PSDM ou au pharmacien. Et ça, c'est lui qui s'occupe de l'envoyer à sa caisse d'assurance maladie. Ce n'est pas à vous de le faire. Enfin, on a eu des questions sur le sujet. Donc, nous nous sommes renseignés auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les ergothérapeutes ne sont pas habilités à établir une ordonnance bisone. L'ordonnance bisone, c'est l'ordonnance qui est en lien avec une affection de longue durée. Il n'y a que les médecins qui sont habilités à établir une ordonnance bisone. Toutefois, si vous avez connaissance, parce qu'on ne sait pas nécessairement si une personne que vous recevez a une affection de longue durée qui a été établie par un médecin. Si vous avez l'information, vous devez indiquer sur l'ordonnance en rapport avec l'ALD. La différence, c'est quoi? C'est que ça va ouvrir un droit à 100% à partir du moment où c'est en lien avec l'ALD et tout ça sera vérifié par le médecin conseil de l'assurance maladie qui va venir valider ou pas si effectivement c'est en lien avec l'ALD. Donc, pas d'ordonnance bisone, mais la mention en rapport avec l'ALD si c'est le cas. Et donc, voici un exemple d'ordonnance. C'est un exemple que vous retrouverez également en annexe des recommandations professionnelles avec le nom de l'ergothérapeute, l'adresse, les coordonnées, le numéro finesse ou sirène, la date, l'identifiant du patient, la désignation de l'aide technique et enfin la signature. Et je laisse
la parole à Guillaume et Gladys. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci à tous. Gladys, Merci beaucoup. Donc, Gladys Mignet va vous présenter maintenant les recommandations professionnelles qui sont issues d'un travail de plus de 18 mois et donc issues de concertations, d'échanges, de travaux et de relectures et qui a regroupé un nombre de professionnels conséquents issus de diverses activités ergothérapiques et de structures. Voilà, c'est un travail riche qui visait de rassembler le maximum de pratiques et puis d'orientation professionnelle. Voilà. Donc, merci Gladys en tout cas pour la participation de tout le groupe. Tu es leur porte-parole aujourd'hui sur ce travail qui est à ce jour disponible sur le site de la NFE. Voilà, merci beaucoup. du coup, effectivement, pour peut-être déjà commencer à présenter ces recommandations professionnelles, vous indiquer un petit peu comment on les a construites. D'abord, la NFE a constitué un groupe de travail en recherchant des ergothérapeutes avec deux critères principaux. Trouver des ergothérapeutes qui avaient une expertise par rapport aux aides techniques et puis essayer de regrouper des ergothérapeutes qui travaillent dans des différents types de structures de façon à être assez représentative de la diversité de la pratique des ergothérapeutes. Ensuite, il a été question de cadrer le projet. C'est à ce moment-là que nous avons visé, merci, je vais parler moins vite, je vois le commentaire, que nous avons visé plutôt qu'à décrire uniquement la question de la prescription, essayer de décrire la totalité du processus de prescription. Et c'était une décision consensuelle de ce groupe de travail. Ensuite, chacun s'est attelé à la réalisation d'une revue de littérature. Et puis, on a fait la rédaction de ces recommandations, qui ensuite, donc ça a été en plusieurs étapes, bien sûr, et il y a un groupe de lecture auquel a été associé notamment le CNPE qui a donc amendé, annoté la première proposition qu'on avait réalisée. Une synthèse de tout ça a été faite et puis ça a permis de pouvoir proposer et diffuser assez rapidement. Nous attendions en fait le fameux décret, donc voilà, de pouvoir les diffuser en début de semaine. On a prévu une étape quand même possible de mise à jour des recommandations. Alors là, il y a un petit lien qui est indiqué, mais en effet, ce sera si nécessaire. En tout cas, il faut qu'on puisse être réactif à l'avenir par rapport à ça. Donc là, je te laisse passer la diapositive suivante. Dans cette idée, c'est un petit peu ce que je vous décrivais sur le cadrage du projet. On aurait pu effectivement ne se centrer que sur la prescription qui intervient à un instant T, mais en réalité, elle s'inscrit dans un processus qui lui-même s'inscrit dans un contexte. Je veux bien, Nicolas, que tu passes la diapo suivante. Et donc, du coup, autant on aurait pu vraiment se centrer uniquement sur cet acte, mais je crois qu'on a vraiment souhaité décrire la totalité du processus, donc depuis l'évaluation, les suites de la prescription, et puis aussi contextualiser tout ça par le cadre réglementaire, etc. Et donc, le groupe de travail a été vigilant à ça et quelque part, vous y retrouverez dans ces recommandations un petit peu tout ce qui vient d'être abordé de façon probablement plus détaillée. L'idée était, pour simplifier cette histoire d'esprit des recommandations, que notre spécificité professionnelle, c'est de ne pas préconiser, entre guillemets, les aides techniques à la légère. Conservons cette bonne pratique et dans les recommandations, valorisons cette compétence. Je vais poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, je vous invite vraiment à les lire. En fait, ce sera beaucoup plus simple que ce que je vais vous décrire ici. On va y retrouver des éléments de définition, donc ce qu'a pu vous présenter Nicolas tout à l'heure, le cadre réglementaire également, une partie qui va concerner le processus d'accompagnement vers l'aide technique, la responsabilité là, de l'ergothérapeute dans cette aide technique, la nécessaire aussi traçabilité de nos actes, et puis une partie qui va concerner la durabilité et l'éco-responsabilité de la prescription des aides techniques à laquelle le R2DE, Réseau pour le développement durable en ergothérapie, excusez-moi pour le sigle mangé, en tout cas, le R2DE y a contribué. Donc, bien sûr, vous y retrouverez aussi en annexe ce que disait tout à l'heure Nicolas, le modèle de prescription qui, à mon avis, est très attendu par les participants à ce webinaire.
Ensuite, donc il y a une quarantaine, 31, pardon, donc il y a une quarantaine de pages dans ces recommandations, mais 31 recommandations en tout. De façon assez arbitraire, j'en ai retenu quelques-unes à vous présenter, mais le mieux, là encore, c'est d'aller vraiment les lire. La première, celle qui arrive tout en haut, c'est celle de se référer à la LPP pour connaître les conditions de prescription avant de réaliser la prescription. Donc, c'est d'autant plus important avec le contexte actuel qui est que l'ergothérapeute n'est pas forcément prévu dans tous les codes LPP aujourd'hui et qu'il y a encore des mentions de prescription médicale, certificat médical, attestation plutôt rédigée par le médecin. Donc, c'est très important aujourd'hui, ça le sera tout de même à l'avenir lorsqu'on sera inscrit dans le LPP, puisque ce sont des points de repère pour prescrire tel que c'est attendu de nous et donc pour être irréprochable sur les prescriptions qu'on formule et permettre aux bénéficiaires, aux patients, aux usagers d'avoir un remboursement Sécu pour la prescription qu'on réalisera. La recommandation numéro 3, qui est plus qu'une recommandation, qui est une obligation, qui est de répondre à une prescription médicale pour une intervention en ergothérapie. C'est fondamental et il était important de le resituer. Ensuite, il y a la recommandation numéro 5 qui concerne là plutôt le processus dont je vous parlais tout à l'heure, l'idée d'évaluer de façon globale la situation de la personne, de mettre en avant ses attentes, repérer ses besoins et dégager des activités problématiques priorisées, tout ça avant de faire une prescription. L'idée étant de rester dans notre démarche d'ergothérapeute quand on doit prescrire une aide technique et pas forcément être tout de suite dans problème-réponse. Voilà. Donc l'idée, c'est de rester dans un processus d'intervention cohérent et fidèle à nos valeurs. La recommandation numéro 9, elle rappelle, c'est là aussi quelque chose, une responsabilité professionnelle, elle nous rappelle d'orienter vers un autre professionnel de santé en cas de doute pour obtenir un avis complémentaire. On va forcément penser au MPR, mais en réalité, ça peut être plein d'autres professionnels, des paramédicaux, pour lesquels parfois il va être nécessaire pour établir notre prescription d'avoir leur avis. Pensons aussi peut-être parfois aux personnes qui travaillent dans le soin à domicile, les auxiliaires de vie, les aidants, etc., qui pourront aussi nous aider à établir des prescriptions au plus juste des besoins des personnes. Ensuite, pour continuer les exemples, si tu veux bien passer, Nicolas, merci. D'autres exemples, là aussi, on rejoint l'idée de la pluridisciplinarité, de s'appuyer sur les compétences des autres collègues, avec notamment la compétence très souhaitée, très attendue des travailleurs sociaux lorsqu'on est sur des aides techniques qui ne vont pas être entièrement remboursées. Donc, l'idée de s'appuyer sur leurs compétences pour faciliter le financement de l'aide technique. Donc là, ça va dépendre des endroits où on travaille. Parfois, on ira chercher les travailleurs sociaux de secteur. D'autres fois, on ira s'appuyer sur certains dispositifs, certains services, certains établissements qui disposent de travailleurs sociaux. Mais c'est primordial aussi d'orienter les personnes vers des travailleurs sociaux lorsqu'on va préconiser, par exemple, un fauteuil roulant électrique qui coûte extrêmement cher et pour lequel la simple Sécu plus la mutuelle ne remboursera pas la totalité de l'aide technique. La recommandation 26, c'est plutôt une recommandation qui concerne la traçabilité. L'idée était de balayer un petit peu les différentes parties là, de ces recommandations. C'est d'essayer d'écrire, en fait, à chaque fois que vous faites quelque chose qui va concerner les aides techniques, conserver les documents de suivi, écrire une note de suivi à chaque étape significative de l'accompagnement vers l'aide technique. Il faut penser aussi que nos écrits sont aussi des éléments de preuve. Alors, il ne faut pas toujours craindre d'éventuels retours négatifs ou contrôles ou je ne sais quoi, mais il faut avoir en tête que tracer notre activité, c'est aussi pouvoir enregistrer, mémoriser quelque part notre travail et éventuellement pouvoir le ressortir plus tard si on a besoin de le prouver, en fait, de prouver pourquoi on a prescrit telle chose, illustrer notre démarche. Bien sûr, garder la prescription du médecin traitant ou du médecin spécialiste qui a prescrit de l'ergothérapie. Là aussi, c'est une traçabilité indispensable. Un dernier exemple qui est là aussi est une recommandation, mais finalement, au regard des textes, c'est plutôt une obligation. Nous devons informer le médecin prescripteur, à minima, des préconisations de prescription réalisées. Et puis, bien sûr, avec l'accord du patient ou à sa demande, on peut informer son médecin traitant si ce n'est pas lui le prescripteur ou tout autre professionnel qui intervient dans l'acquisition de l'aide technique voilà, pour que
c'est aussi gage de réussite de notre préconisation, ou du coup là, de notre prescription. Voilà pour ces exemples, le mieux étant probablement de vous inviter à vraiment aller les lire. C'est une ressource, je pense, importante, probablement la mettra à jour, mais en tout cas, voilà, c'était le travail de nombreuses personnes impliquées. Elles sont toutes nommées, je ne vais pas les nommer, mais c'était un gros travail et je crois que nous pouvons en être fiers. Voilà, alors avant de répondre à vos questions, il nous reste un petit peu de temps. Bien sûr, vous avez compris qu'il manque encore une modification réglementaire pour que en fait, la prescription soit totalement effective et illimitée, puisque aujourd'hui, vous avez bien compris que le fait qu'il y ait cette mention sur certains dispositifs de la LPP fait que on peut pas prescrire, enfin on peut prescrire, mais si on prescrit des matériels qui sont sous prescription médicale, bien sûr, le patient ne sera pas remboursé. Donc, l'important, c'est vraiment de vous référer systématiquement à la LPP. Alors, il y avait quelques questions. Où est-ce qu'on trouve la LPP? Enfin, ça, c'est très facile à trouver. Hein. Voilà, on peut vous mettre là dans le fil de discussion, si vous voulez, le lien pour trouver le site. Mais voilà, normalement, c'est très accessible. Donc, bien vous approprier les recommandations professionnelles. Voilà, Gladys a été claire sur un certain nombre de choses avant de faire les prescriptions. Sur l'information, bien sûr, du patient, ça c'est normal. Hein, donc ça, on fait toujours des prescriptions avec un avis éclairé, hein, bien sûr, du thérapeute vers le patient. Et puis aussi, le cadre de la prescription se fait, je vous rappelle, hein, dans le texte, hein, sans contre-avis, hein, ou sans opposition du médecin prescripteur, l'ergothérapeute peut prescrire. Voilà. Donc, bien sûr, c'est important de renseigner le médecin prescripteur. Donc, bien sûr, l'évolution réglementaire, l'NFE est très vigilante. Hein, il y a eu certaines questions. On a déjà, pour notre part, sollicité, et moi en tant que président, sollicité la DSS justement au sujet de l'article 165-1 qu'évoquait Nicolas tout à l'heure. Et on attend des arbitrages, rapides, on l'espère, et en tout cas, la NFE sera particulièrement vigilante à ce que cette évolution réglementaire puisse se faire dans les meilleurs délais. La NFE, bien sûr, va poursuivre le travail de communication auprès de ses adhérents. Il y a eu plusieurs questions là-dessus. Déjà, le webinaire, pour répondre en direct, il va être disponible disponible en replay gratuitement pour ceux qui, n'ont pas pu le visionner, et deux, certains qui souhaiteraient le revoir. Et puis, dans les réseaux, sur les conférences, dans le LME, mais aussi sur le site de la NFE. Voilà, on s'y est engagé ce soir. On va alimenter justement la réponse aux foires en question. On réfléchira peut-être à l'édition d'un triptyque, comme on a l'habitude de le faire pour les grands sujets d'actualité des ergothérapeutes. Et puis, voilà, on vous invite vraiment à être un petit peu à l'écoute sur les différents réseaux et canaux de communication à la NFE, puisque voilà, on est tous mobilisés, en tout cas à l'association, à ce sujet-là. Voilà. Donc, merci les collègues pour vos présentations. Bon, il y a sans doute un petit peu de frustration, mais encore une fois, je pense que c'est déjà un grand pas pour l'ergothérapie et puis et les ergothérapeutes surtout. Maintenant, on va prendre un petit peu de temps pour répondre à certaines questions. Il y a notamment Nicolas, enfin Nicolas ou Guillaume ou Élise, hein, ou Gladys, des questions sur, voilà, en fonction du statut de l'ergothérapeute, si je travaille en structure médico-sociale ou si je travaille en MDPH ou si je travaille dans une équipe où il n'y a pas de médecin, comment je fais? Est-ce que je peux prescrire? Comment je prescris? Est-ce que ça change les choses? Et un petit peu comment je me débrouille. Alors, la question, elle est extrêmement
La réponse est claire, elle est dans l'article, enfin dans le décret. À partir du moment où on a une prescription médicale et on n'est pas salarié d'un PSDM ou d'un fabricant, on peut prescrire. Donc, si on est dans ce type de structure, il nous faut absolument une prescription médicale. Et si on l'a, c'est bon. OK. Il y avait aussi quelques questions sur la prise en compte, la prise en charge ou le remboursement de l'acte de prescription. Alors, à ce jour, il n'existe aucune profession qui a un acte de prescription. La prescription demeure un moyen qui est à la disposition des médecins, des infirmiers, des kinés et aujourd'hui des ergothérapeutes. Voilà. Nous travaillons et nous poussons aujourd'hui pour que les ergothérapeutes, notamment en libéral, puisque c'est la question centrale, puissent bénéficier d'une prise en charge, mais c'est un sujet qui n'est pas abouti à ce jour. Mais l'idée est davantage d'avoir un acte de prestation ergothérapique. La prescription ne demeure qu'un moyen. Il y a eu plusieurs, donc bonjour à tous, il y a eu plusieurs questions aussi sur l'assurance. Est-ce qu'il faudra contracter une assurance professionnelle ou alors changer notre protection auprès de notre assurance libérale? Faut-il une assurance complémentaire? Alors, il n'y a pas d'obligation, il y a toutefois des recommandations qui est effectivement de souscrire à une recommandation, une responsabilité civile professionnelle, une RCP, voilà, merci. Pour pouvoir prescrire et même pour toute activité d'ergothérapeute libéral. Visiblement, il y en a qui n'ont pas entendu tout à l'heure. Nicolas, ça hache beaucoup. Nicolas veut dire en effet que… Vas-y, Guillaume. Oui, c'est très haché, Nicolas, issu de chez toi. Donc, en effet, il est fortement recommandé de souscrire à une RCP. Alors, il y avait plein de questions aussi sur les conditions d'exercice spécifiques. Je pense que Nicolas y a répondu assez généralement. Par contre, il y avait une question sur les étudiants ergothérapeutes en apprentissage pourront-ils prescrire sous la responsabilité de leur maître d'apprentissage? En contrat d'apprentissage? Non, s'ils sont étudiants, en fait, s'ils peuvent prescrire sous la responsabilité de leur référent. Non, le texte me semble clair, ce sont les ergothérapeutes diplômés. Oui, parce qu'il faut, en plus, sur la prescription, il faut le numéro ADELI. Donc, enfin, le numéro ADELI ou le numéro de tirette ou le numéro de… je ne trouve plus le terme, mais bon, enfin, il faut que vous soyez identifié comme ergothérapeute diplômé d'État. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Alors, je suis désolée, c'est compliqué de faire le tri parce que j'ai plus de 12 pages de questions. Mais du coup, il y aura une FAQ, je pense, qui sera mise en ligne après. Mais il y a beaucoup de questions aussi sur l'ordonnancier. Est-ce que la NFE a prévu de faire des ordonnanciers? Si oui, où est-ce qu'on pourra faire la demande? Ou sinon, la possibilité de demander un ordonnancier à un autre organisme. Voilà. Nous n'avons pas encore pris de décision au sein de la NFE sur ce sujet-là. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la NFE et d'autres associations professionnelles ont fourni des modèles. L'important, c'est que les règles de tenue de cette prescription soient respectées. Voilà. Arnaud, je ne sais pas si tu veux, en tant que président, ajouter autre chose. Oui, non, j'avais répondu, j'avais vu passer aussi une question. Je pense que dans vos établissements ou dans vos entreprises ou dans vos cabinets, vous pouvez pour l'instant établir des modèles personnalisés qui reprennent surtout, ce qui est important, c'est que ça reprenne les éléments réglementaires de la prescription qui vous ont été présentés dans la diapo par Nicolas et qu'on pourra remettre en ligne. Certains posaient la question, est-ce qu'il y aura des fiches techniques, des petits machins? Alors, on ne va pas éditer de modèles stricts, mais encore une fois, on peut sur le site refaire un petit peu le point sur les conditions réglementaires, administratives des éléments qui sont obligatoires sur la prescription. Et puis après, vous mettez vos en-têtes respectives et éventuellement, si vous êtes en libéral, vous pouvez personnaliser votre prescription. Mais il n'y a pas d'ordonnancier aujourd'hui. On n'en est pas encore à la question de l'ordonnancier de prescription des aides techniques pour les ergothérapeutes.
Je ne sais pas si un jour d'ailleurs ça verra le jour, mais pour l'instant, et on vous demande d'être vigilant à suivre un petit peu l'actualité, l'évolution de cette actualité, hein, ce qui compte, c'est les éléments réglementaires qui vous ont été présentés par Nicolas Méliard. Si je peux me permettre de répondre à une question concernant la prescription médicale initiale pour pouvoir prescrire. Il y a des questions à ce sujet-là, notamment Stéphane qui dit « Nous sommes nombreux à exercer sans véritable prescription médicale, nous ne pouvons donc pas prescrire ». Effectivement, si on n'a pas de prescription médicale initiale, encore une fois, le texte est très clair, on ne peut pas prescrire. La prescription médicale initiale, on n'est pas obligé de la transmettre au PSDM ou au pharmacien pour qu'il puisse délivrer le matériel, ni à l'assurance maladie pour qu'il puisse procéder au remboursement. C'est une pièce que vous devez conserver avec vous. C'est simplement en cas de contrôle où on vous demandera de pouvoir fournir la prescription médicale initiale. Donc, contrôle en cas de problème ou contrôle routinier que peut être amené à exercer l'assurance maladie régulièrement. Donc, vous conservez cette prescription médicale dans votre dossier, mais on n'est pas obligé de l'associer à la prescription ergo pour qu'il puisse y avoir pour que le matériel puisse être délivré ou remboursé. Si je peux compléter, peut-être sur le plan pratique, je vois cette question d'aller chercher la prescription médicale spécifiquement pour cette question d'aide technique, y compris pour les éclats. Il y avait des questions qui concernaient ça, comme une opportunité de pédagogie vis-à-vis des médecins, notamment des médecins traitants. Et pour le coup, oui, ça va probablement nous coûter en temps et en énergie dans un premier temps, mais je crois qu'il faut aussi peut-être se saisir de ça pour aller les chercher là-dessus, plus que d'aller les chercher en appelant le secrétariat comme on faisait, en tout cas comme nous on fait encore aujourd'hui, pour demander une ordonnance pour telle ou telle aide technique. Ben, désormais, on dira, nous allons prescrire des aides techniques dans ce contexte. Pouvez-vous prescrire de l'ergothérapie? Ça aura cette vertu-là, je pense. Donc, il faut le faire sérieusement et probablement imaginer que si on le fait tous, ça aura aussi une portée. Par rapport à ce que tu dis, Gladys, effectivement, il y a eu pas mal de commentaires aussi sur puis je ferai ça comment informer ma direction, que désormais les ergothérapeutes peuvent prescrire. Est-ce que la NFE va faire des documents spécifiques aussi pour informer les différents publics du droit à la prescription des ergothérapeutes? Voilà, il y avait pas mal de commentaires aussi à ce sujet. Oui, alors la NFE a toujours à cœur, je le disais, de faire des petites plaquettes pour des éléments qui sont importants. Donc, vous doutez bien que le texte est quand même assez récent, enfin la sortie du texte est quand même assez récente, et puis qu'il y a des évolutions qui sont en cours. Là, peut-être que même déjà cet été, il y aura des arbitrages, mais en tout cas, c'est à la réflexion, et puis pour sortir quelque chose d'un petit peu formalisé, stabilisé, on l'espère, alors peut-être pas à la rentrée de septembre, mais à l'automne, quoi. Élise, Après, dans un premier temps, vous pouvez transmettre le décret et l'arrêté. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Élise, il y avait certaines questions un peu techniques. Je m'adresse vers toi, mais Guillaume, peut-être tu peux répondre sur les prescriptions de fauteuils roulants électriques, d'éléments d'aide à la posture, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Oui, j'ai vu passer ça sur la possibilité de construire des AME, des assises modulables évolutives, certains coussins, certains fauteuils. Ben, comme l'a très bien dit en fait Nicolas, à chaque fois il va falloir regarder dans la LPP puisque c'est la LPP qui prévaut.
Donc, on n'a pas tout regardé actuellement. Enfin, moi, j'ai jeté un coup d'œil vite fait, mais effectivement, il y a certains coussins, par exemple des classes 1, où il n'est pas notifié que c'est une prescription médicale qui est exigée. Donc, du coup, dans ces cas-là, on peut prescrire. Sur certains coussins, du coup, un peu plus techniques pour la prévention, on va dire un peu plus d'escarres, comme les coussins à cellules pneumatiques type Pro, bah là, dans ces cas-là, c'est soumis à une prescription médicale. Pour les fauteuils roulants, alors ça dépend, il y a des fauteuils roulants très basiques, manuels, où là, c'est prescription, il n'y a pas de notification. Par contre, pour des fauteuils roulants électriques, c'est soumis à un certificat d'aptitude à la conduite avec une évaluation pluridisciplinaire, avec un certificat d'aptitude qui doit être signé par le médecin MPR et l'ergothérapeute ou le kinésithérapeute. Donc là, forcément, ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, il faut de toute façon ce certificat-là. La prescription, elle pourra potentiellement être faite par un ergo ou un médecin actuellement, en tous les cas, tel que c'est décrit. Mais en tout cas, dans la LPP, il est bien notifié qu'il faut une évaluation pluridisciplinaire. La LPP va évoluer. Donc, visiblement, on se dirige vers la prescription d'une prescription pluridisciplinaire. Mais voilà, il faut vraiment regarder, en fait, dans la LPP qui prévaut. Je ne sais pas si, Nicolas, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet. Non, la LPP des fauteuils voilà, est en cours d'étude auprès des tutelles. Rien n'est acté pour l'instant. Et tant qu'il n'y a pas une publication officielle, tous les textes peuvent changer. Voilà. Juste rajouter aussi, effectivement, les AME, c'est aussi sujets à prescription médicale, soumis à prescription médicale. Mais voilà, il faut regarder la LPP. Assise modulaire évolutive. Pardon, oui. Merci Gladys. Il y avait d'autres questions. Alors, il y en a tellement plein, en fait, c'est très compliqué de les sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Quelques questions sur le renouvellement, le renouvellement ou le renouvellement anticipé, et puis aussi des questions de durée de validité de la prescription. Par rapport au renouvellement de quoi, en fait, de la technique? Oui. Alors, du coup, des spécificités concernant la prescription de renouvellement et de renouvellement anticipé, particulièrement dans les pathologies évolutives dégénératives, je présume. Alors là, pour la question du renouvellement, c'est les règles de la LPP qui s'appliquent. Mais en tout cas, sauf mention contraire sur la LPP, le droit de prescription des ergothérapeutes concerne la primo-prescription, tout comme le renouvellement du matériel. Donc, s'il y a des conditions particulières dans la LPP où c'est indiqué que c'est prescription médicale pour la primo-prescription et renouvellement, ça peut être d'autres professionnels, dans ce cas-là, on applique la LPP. S'il n'y a aucune mention sur la question de comme quoi c'est une prescription médicale, dans ce cas-là, l'ergothérapeute peut faire la primo-prescription comme le renouvellement. Regardez aussi, il existe certaines réponses dans les QR et voilà, certains noms qui attirent mon œil. Donc voilà, je remercie certains de nos collègues engagés, dont Fabrice, etc., qui amènent des réponses intéressantes. Voilà, merci de leur participation en tout cas. C'est l'affaire de tous. Je vois une question pour les corses et sièges, c'est prescription médicale. Je ne sais pas si ça a été répondu dans les questions-réponses écrites. Quelques questions aussi sur le statut des ergothérapeutes qui travaillent en MDPH. Donc, est-ce que, voilà, notamment différence entre argumentaire et prescription? D'un point de vue purement réglementaire, il n'y a pas de restriction particulière. Maintenant, il faut s'interroger sur les missions d'ergothérapeutes de MDPH. Est-ce que c'est vraiment leur mission de faire de la prescription? Ça, c'est peut-être aux ergothérapeutes de MDPH de pouvoir répondre. Mais en tout cas, pour moi, le point le plus… la première difficulté, ça va être d'avoir une prescription médicale. Et aujourd'hui, les ergothérapeutes de MDPH, je pense qu'ils sont très, très, très peu à avoir une prescription médicale qui leur permettrait de pouvoir ensuite faire une prescription d'aide technique. Mais en tout cas, d'un point de vue, si on a une lecture que réglementaire, rien ne l'interdit. Alors, il y a une question importante
sur la prescription de l'acte d'ergo prescrit par un IPA. On est très sensible sur le sujet et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, l'ergothérapeute agit sous prescription médicale. Il est absolument illégal que les IPA prescrivent de l'ergothérapie. Et d'ailleurs, ça a été dénoncé et la NFE s'est insurgée sur ce sujet-là lors d'un HCPP, au comité des professions paramédicales, puisque voilà, c'était un moment apparu, mais ça a été retiré. Donc aujourd'hui, le texte est très clair. Les infirmiers de pratique avancée n'ont aucune légitimité à prescrire de l'ergothérapie. Et donc, vous pouvez tous vous insurger, si c'est le cas, si c'est dans votre pratique, insurgez-vous contre ça. C'est parfaitement illégal. La durée de la prescription, la validité de la prescription de mémoire, légalement, elle est de 1 an, quelle que soit la prescription, me semble-t-il. Hein. Voilà. Élise, d'autres éléments? Alors, pas tout tracé. Hein. Ouais, il y a eu quelques questions, puis là, je vois en même temps dans la discussion du webinaire des choses qui fusent sur les orthèses. Alors là aussi, ça a été un sujet de discussion âpre avec nos collègues orthoprothésistes. Hein. Mais si vous lisez bien l'arrêté, en fait, il dit que les ergothérapeutes sont habilités à prescrire des matériaux thermoformables et donc alors des orthèses, alors c'est pas dit dans ces termes-là extemporanés, c'est en matériaux souples, etc. Et que la réalisation doit être effectuée par un professionnel compétent. Alors, je ne sais plus exactement le texte par cœur, mais compétent dans la réalisation des appareillages. Et donc là, pareil, la NFE a mis un point d'honneur à dire que les ergothérapeutes étaient compétents dans la réalisation des orthèses extemporanées, comme c'est défini d'ailleurs dans le décret dans le référentiel métier des ergothérapeutes. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, concernant les orthèses, on peut prescrire des matériaux thermoformables, mais on peut aussi prescrire le moulage et la réalisation de l'orthèse. Puisque nous sommes, de par notre référentiel de formation et notre référentiel métier, des professionnels compétents dans la réalisation du petit appareillage extemporané. Et ça a été validé par l'Académie de médecine, encore une fois. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Alors oui, il y avait d'autres questions. Qu'en est-il des ergothérapeutes libéraux auto-entrepreneurs sous convention avec une structure d'économie circulaire vendant des aides techniques? Peuvent-ils prescrire? Alors, si on veut aller dans le sens du décret, on aurait envie de dire que non, sauf que le décret, si on a une lecture stricte du décret de 2022, c'est marqué que ce n'est pas applicable aux ergothérapeutes salariés. Donc, on ne fait pas mention à partir du moment où on est conventionné avec eux. Toutefois, ça ne va pas dans le sens de ce décret et de la volonté qui est bien de dire on sépare ce qui est le prescripteur du revendeur. Donc, concrètement, oui. Maintenant, voilà, posez-vous la question. Après, ça va dépendre aussi de la teneur de la convention qui vous lie avec eux. Est-ce que c'est une convention qui est liée uniquement à la question de l'évaluation, ou est-ce que dans la convention, il y a aussi des mentions où il y a un retour sur le nombre de prescriptions, un financement qui est lié au retour de matériel qui est vendu? Et dans ce cas-là, pour moi, il y a un conflit d'intérêts. Mais ça, c'est une lecture qui est personnelle. Encore une fois, dans le décret, c'est marqué uniquement salarié. Il y avait d'autres questions. Pourrait-on prescrire en dehors, ça a été posé plusieurs fois, pourrait-on prescrire en dehors de notre lieu d'exercice, entre guillemets, à titre gratuit, en gros, en dehors du cadre du travail, c'est-à-dire, par exemple, à un membre de sa famille? Rien ne l'interdit, mais encore faut-il avoir une prescription médicale pour pouvoir faire ça. Après, on attire votre attention sur les prescriptions, entre guillemets, de famille. Voilà, sur conscience, éthique et responsabilité. Voilà. Mais en même temps,
vu qu'il faut indiquer son adresse professionnelle, si on fait ça dans un cadre hors professionnel, ça peut poser souci. Ah oui, il y avait une question sur aussi quand on va chez le pharmacien, est-ce qu'il faut présenter l'acte de prescription médicale qui prouve que on a bien été prescrit par un médecin pour pouvoir prescrire une aide technique? Non, c'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Il faut la garder dans son dossier, mais on n'est pas obligé de la remettre à la personne qui va délivrer les techniques. Il y avait une question aussi, si le patient a une prescription médicale et en même temps une prescription d'un ergothérapeute, qu'est-ce qui prévaut chez le prestataire de matériel médical? C'est une excellente question. Ça, on imagine qu'il y ait 2 prescriptions qui soient pour le même patient avec deux produits différents, c'est ça? Avec une prescription faite par le médecin et une autre par l'ergothérapeute. Le choix du patient? Ouais, je pense que c'est ça, parce que d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de hiérarchie qui doit être réalisée. Donc, je pense que c'est le choix du patient. Alors, j'espère que cette situation n'apparaîtrait pas, enfin, ne devrait pas apparaître. Maintenant, la même question se pose pour un patient qui va avoir 2 médecins différents et qui arrive avec 2 ordonnances différentes chez le pharmacien. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et ça, je ne connais pas la règle. Est-ce qu'il y a des formations qui vont être proposées pour aider à la prescription par les ergothérapeutes? Arnaud? Je n'ai pas actuellement la réponse. Désolé. Je n'ai pas actuellement la réponse. Alors, concernant la prescription, ça va être intégré, et d'ailleurs, à la réunion du syndicat des instituts français là, qui a lieu demain, la question va être étudiée pour les ergothérapeutes en formation actuellement, là, pour tous les étudiants en ergothérapie qui sont actuellement, hein, c'est leur donner les éléments qui vont leur permettre de maîtriser le cadre réglementaire de la prescription et bien au clair là-dessus. Après, est-ce qu'il y aura des formations spécifiques sur la prescription pour les professionnels? Je ne sais pas répondre pour l'instant. Mais on part du principe que normalement, hein, les ergothérapeutes, de par comment dire, la formation, la veille professionnelle, et le webinaire qu'on fait ce soir participe à ça, hein, ils ont les éléments qui, demain, doivent leur permettre de prescrire en toute bonne foi, en toute sécurité, pour eux et pour le patient. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que sur l'acte de prescription, un niveau information est suffisant, ou si vous pensez que ça nécessite une formation, sachant que c'est différent de tout le process d'évaluation qui, lui, mène à la prescription, où là, ce n'est pas lié à la prescription au final, parce que l'acte de prescription en tant que tel, peut-être qu'un niveau information est suffisant. Maintenant, voilà, si c'est toute la démarche, mais qui était sous-entendue aussi avant de faire l'acte de préconisation, ça, c'est un autre sujet. Donc, peut-être que si vous estimez avoir un besoin de formation sur l'acte de prescription en tant que tel, faites-le remonter à la NFE, j'ai envie de dire, et puis la NFE pourra peut-être proposer une offre de formation sur le sujet. Ou est-ce que vous estimez que les informations qui sont faites dans le cadre des recommandations professionnelles, plus ce webinaire, plus les autres actions sont suffisantes? Et dans ce cas-là, peut-être que c'est autre chose que vous cherchez, mais pas forcément sur la prescription en tant que telle. Gladys, tu souhaitais réagir? J'ai vu que tu avais activé ton micro. Non, en fait, oui, je me faisais une remarque en écoutant les différentes questions qui étaient posées, et j'ai l'impression que finalement, avec 4 éléments, on peut à peu près répondre à tout. Et je me les étais notés, et je me disais que peut-être en plus, il serait temps de conclure, mais peut-être ça pourrait être en tout cas des éléments à garder en tête suite à ce webinaire. Alors, outre le texte manquant qui fait qu'en fait, en réalité, demain, on ne peut pas prescrire parce qu'il nous manque un texte dont j'ai oublié tous les chiffres et tout ça, mais en tout cas, il nous manque un texte. Outre ça, j'ai l'impression qu'avec cette histoire de prescription médicale pour avoir le droit de prescrire une aide technique, déjà, on répond à de nombreuses questions. Prescription qui serait donc valable 1 an, qui n'est pas à montrer, mais à tracer de façon à pouvoir la ressortir en cas de contrôle. La question du LPP, où là, pour le coup,
Le site internet est quand même pas trop mal fait. On trouve un code LPPR, on vérifie si par code LPP s'il y a une mention de prescription médicale ou pas, ou en tout cas si le mot médical finalement apparaît dans la prescription. Et puis les éléments de format qui sont dans le webinaire et puis qui sont aussi sur les recommandations de bonne pratique nous décrivent bien ce qui, je crois, est possible en termes de prescription. Et en fait, chacun va devoir un peu jauger par rapport à ces éléments-là où il se situe, ce qu'il doit faire peut-être pour obtenir les prescriptions médicales, s'il ne peut vraiment pas les obtenir, etc. Et je crois que ces points de repère-là, c'est presque les plus importants, ceux qui nous ont quasiment permis de répondre à toutes les questions. C'est ce que j'avais peut-être envie d'indiquer comme résumé. Il y en a peut-être d'autres qui ressortent fort pour vous, mais moi je me dis demain à mes collègues, eh ben, c'est ce que je vais indiquer. Et pour aussi compléter un propos que tu as eu tout à l'heure, Gladys, le droit, l'ouverture du droit à la prescription pour les ergothérapeutes, ça relance, ça remet au goût du jour la prescription d'ergothérapie. Moi, je suis un très vieil ergothérapeute, mais depuis que je suis ergothérapeute, nous sommes des professions, des auxiliaires médicaux qui, normalement, exerçons notre art sous prescription médicale. Donc, ça fait de nombreuses années de nombreuses années en tant que professionnel et de nombreuses années en tant que formateur, que je dis à mes collègues et je dis à mes étudiants, vous exercez sur prescription médicale, battez-vous pour avoir une prescription médicale. Et dites à vos médecins que le fait d'être dans une équipe pluridisciplinaire ou le fait de travailler dans un établissement médico-social ou SMR actuel n'exonère pas de la prescription d'ergothérapie. D'abord, c'est de la reconnaissance de votre existence et de la reconnaissance de votre plus-value et de vos compétences. Donc, cette prescription des aides techniques, ça réactive, ça remet au goût du jour l'importance de la reconnaissance de l'acte de l'intervention d'un ergothérapeute. Et je vous invite vraiment à être très clair là-dessus et de vraiment communiquer auprès de vos médecins, de vos référents, enfin de vos institutions, pour faire reconnaître vraiment cette chose-là. On va devoir s'arrêter là, il est 10 heures. Nicolas, Arnaud, le mot de la fin, juste une petite diapo pour nos prochains webinaires aussi. Ouais, alors juste avant, je vous propose de refaire un sondage, si vous voulez bien, où on va vous reposer la même question qu'on vous a posée au début. Avez-vous l'intention de prescrire des aides techniques? Donc, à la lumière de ce qu'on vous a présenté ce soir, peut-être que les choses ont bougé. En tout cas, on peut entendre une certaine frustration, puisque enfin, voilà, l'arrêté est paru et on pensait enfin pouvoir prescrire. Donc, on voit qu'il reste encore une dernière marche, hein, qui est, enfin, deux marches, si on peut dire, cet article là, du Code de la sécurité sociale, et puis ensuite la refonte complète de la LPP qui est prévue, mais qui prendra peut-être un petit peu plus de temps. Donc voilà, voir si les choses ont bougé. Donc je vous rappelle que tout à l'heure, vous étiez 69% à avoir répondu oui à la question « Avez-vous l'intention de prescrire des aides techniques ?» Donc là, vous avez quasiment tous répondu. Je partage les résultats. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, vous êtes 66%, donc on peut dire que c'est stable. Vous étiez 0% à avoir répondu non, maintenant vous êtes désormais 4% à avoir répondu non. Donc j'imagine que ce webinaire a permis peut-être de réfléchir sur le sujet, et vous étiez 29% à dire tout à l'heure je ne sais pas encore, et maintenant vous êtes 27%. Donc voilà ce que j'ai à dire pour moi. Et puis Arnaud, le mot de la fin pendant que je partage les diapos sur les prochains webinaires.
Alors, tout d'abord, merci à votre présence à tous. On a atteint ce soir des chiffres de présence au webinaire qu'on n'avait jamais connus. C'est un petit peu impressionnant, mais ça montre l'intérêt des professionnels pour le sujet, et puis la mobilisation des professionnels sur le sujet. Et encore merci. Les prochains sujets, ben, vous le voyez, vidéothérapie, ergothérapie comme une évidence, donc ça ce sera en septembre, animé par Isabelle Marchalot. Un webinaire très intéressant sur par rapport et ergothérapie. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ben oui, les ergothérapeutes sont des professionnels compétents et habilités à évaluer les para-athlètes dans ce qu'on appelle, c'est pas très joli, mais la classification des épreuves paralympiques. Donc, on peut être amené à participer à l'évaluation des para-athlètes pour les faire rentrer dans leurs catégories d'exercice de sport. Et ça, ce sera donc un sujet particulièrement intéressant. Un sujet, ben oui, il faut faire aussi la place à la santé mentale en ergothérapie. Il ne faut pas oublier la santé mentale. La NFE ne l'oublie pas. Donc, un webinaire très intéressant sur les médiations expressives et projectives. Et puis, quelque chose aussi qui est d'actualité, puisque les ergothérapeutes sont très mobilisés sur l'ouverture des forfaits, non pas seulement TND, mais paralysie cérébrale et polyhandicap. Donc, sur l'évaluation de la performance manuelle chez les enfants qui présentent une lésion cérébrale. Voilà le sujet des prochains webinaires. On espère vous retrouver nombreux dans ces webinaires, nombreux aussi sur nos réseaux. Et puis au grand plaisir de vous rencontrer. N'oubliez pas aussi qu'en 2024 auront lieu les assises de l'ergothérapie. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite aussi d'excellentes vacances. On entame la période estivale. Et puis avec très grand plaisir de vous retrouver à la rentrée de septembre. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.